Je suis Jean-Christophe Lessy, je suis partenaire et directeur au Boston Consulting Group depuis 4 ans, où j'accompagne nos clients dans leur transformation digitale et surtout je les aide à devenir des tech companies, comme on dit, c'est-à-dire des entreprises où bien sûr l'IT et le digital favorisent et rendent efficaces leurs processus internes, mais aussi intègrent du software dans tous leurs produits et leurs services. Hein, et donc avec un focus particulier sur l'industrie et les produits manufacturés, où le software embarqué dans les produits et services est un challenge et un enjeu très important aujourd'hui. Alors avant d'être consultant, j'étais un opérationnel puisque j'ai passé 25 ans de ma vie professionnelle dans des multinationales françaises. J'ai été CTO de l'alliance Renault-Nissan, j'ai été CTO du groupe Thales et en 2011, j'ai rejoint Alstom. J'étais DSI du groupe et j'ai piloté la transformation de la DSI avec des premières expérimentations dans le cloud public. Puis ensuite, j'ai été DSI et CDO de Veolia en 2014, où là, j'ai mené une transformation de grande ampleur autour du cloud, du digital. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, le thème du jour, c'est la sécurité comme déclencheur d'une migration massive vers le cloud public. Donc, on va voir un peu ce que ça veut dire. Moi, en 2014, quand je suis arrivé chez Veolia, on a démarré une première migration, mais ce n'était pas vraiment une migration en fait. C'était toutes les nouvelles applications, on les développait dans le cloud directement en 2014 et on en était là. Et puis, il y a eu un déclencheur. Ça marche plus. Si, il n'y a plus qu'un... Il faut que je bouge comme ça. Non, l'autre. Donc, il y a eu un déclencheur en 2017. En 2017, je ne sais pas si vous en souvenez, peut-être certains d'entre vous, il y a eu une grosse attaque cyber chez Saint-Gobain. J'en parle puisque tout est public. En juin 2017, c'était NotPetya, et Saint-Gobain a fait preuve d'une grande transparence puisqu'ils ont publié beaucoup de choses sur comment ça s'était passé, pourquoi et surtout les impacts. Les impacts chez Saint-Gobain à l'époque, c'était 250 millions d'euros sur les ventes et 80 millions sur les résultats. Donc ça a été un énorme traumatisme. Et alors, il y a eu une rencontre entre Pierre-André de Chalandard, qui était le PDG de Saint-Gobain, et Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Et Antoine Frérot nous racontait pendant un comité de direction comment Saint-Gobain avait vécu ça de l'intérieur, tout le traumatisme que ça avait provoqué, etc. Et à la fin de l'exposé, il se tourne vers moi et il me dit « Jean-Christophe, sommes-nous bien protégés contre ces attaques ?» Alors, la question était directe, la réponse aussi, absolument pas. On n'est pas protégé contre ces attaques. Et quand il m'a demandé pourquoi, j'ai bien été obligé de reconnaître que je ne pouvais pas garantir l'infaillibilité de mon process de patch management de sécurité. Parce qu'il était fait par 400 personnes dans le monde, dans 70 pays, et j'étais absolument incapable de garantir que ces 400 personnes avaient en temps, en heure et correctement appliqué l'intégralité des patchs de sécurité sur plus de 200 000 devices. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas si quelqu'un sait faire, mais en tout cas, moi, ça me posait un problème. Et donc, il m'a demandé évidemment qu'est-ce qu'on fait.
Je lui ai dit, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut éliminer le mal à la racine, il faut traiter la root cause. La root cause, c'est n'utilisons plus d'objets ou de solutions qui utilisent du patch de sécurité. Et donc, ou alors, quand ces solutions n'existent pas, hein, parce qu'en 2017, il n'y en avait pas beaucoup, confions ça à un professionnel qui saura faire pour nous, mais pour de vrai, avec des vrais process. Et donc, c'est là qu'on a accéléré le move to cloud dans le public cloud. Je vous expliquer pourquoi. Et aussi qu'on a décidé de bouger sur l'environnement de travail en déployant des terminaux passifs, plutôt des Chromebooks, sur 80 000 personnes. Donc les objectifs en 2017 qu'on s'était fixés pour 2020, c'était 100% du parc applicatif accessible par le web, c'était 0 data center en propre, ou loué, ou voilà, et 80 000 Chromebooks déployés dans le monde entier. Alors, effectivement, c'est quand même important de pas se tromper de combat quand on parle de sécurité. Pour simplifier, là, on avait réparti les attaques cyber en 3 catégories. Les attaques contre les infrastructures, les attaques contre les applications et les attaques par des acteurs étrangers qui utilisent l'extraterritorialité de leurs droits, éventuellement. Donc on y reviendra. 99% des attaques, enfin du risque, sont portés par les attaques sur les infrastructures et les attaques sur les applications. C'est même plus de 99%. Donc ne nous trompons pas de combat. Sur les attaques sur les infrastructures, ça se passe donc dans les data centers. Les data centers, ils sont de deux natures. Il y a les data centers privés, hein, opérés directement ou indirectement par l'entreprise. Et puis, il y a les clouds publics, opérés par les grands fournisseurs du marché qu'on connaît bien, dont AWS. Pardon. Là-dessus, en termes de niveau de sécurité, en restant propriétaire de ces données, en choisissant la localisation de ces données, en chiffrant, en ayant la possibilité de chiffrer les données, soit avec ses clés, avec les clés du fournisseur, soit avec ses propres clés, on atteint quand même un niveau de sécurité rarement atteint, et en tout cas inégalable dans les entreprises que moi j'ai gérées, en termes de moyens humains, financiers, technologiques. C'est extrêmement compliqué d'atteindre ce niveau de sécurité. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais là, on s'en rapproche quand même sensiblement. Donc, la bonne décision aujourd'hui, en 2023, c'était déjà vrai en 2017, c'était de basculer l'intégralité du parc applicatif dans les clouds publics. Ça, c'est pour les attaques sur les infrastructures. Sur les applications, alors, petit rappel, mais je pense que ça va être rapide, tout le monde a ça en tête, hein. Le client est responsable de la sécurité dans le cloud et le fournisseur est responsable de la sécurité du cloud. Ça, je pense que maintenant, tout le monde est au fait, mais il convient de jamais l'oublier. Parce qu'en général, les problèmes arrivent quand on oublie cette phrase. Et donc, comme en tant que client, on était responsable de la sécurité dans le cloud, il a fallu changer notre façon de faire de la sécu. Et là, on a poussé ce qu'on appelle le Zero Trust. Et aujourd'hui, c'est vrai que migrer dans le cloud public
sans faire de zéro trust sur les applications et les données, c'est un peu suicidaire. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le zéro trust rapidement, hein? Dans l'ancien monde on-prem, on est sur de la sécurité périmétrique. C'est-à-dire que si je prends une métaphore avec le château fort, d'accord? Sécurité périmétrique, c'est le mur d'enceinte, les remparts. C'est très efficace pour défendre et sécuriser l'accès. Mais une fois qu'on a passé le pont-levis, on fait ce qu'on veut et on peut se balader dans le château. Le zéro trust, c'est non seulement on est contrôlé à l'entrée du château, mais on est contrôlé à chaque coin de rue et on est contrôlé à chaque entrée dans les bâtiments du village. Donc ça, et en plus, on reste en armure. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très, très efficace. Et donc, on regarde en permanence qui vous êtes, quel objet d'accès vous utilisez, quel réseau, à partir de quel réseau vous accédez à l'application, et puis si vous avez bien les droits d'accès sur l'application en question. Donc, vous voyez qu'il y a plein de barrières. Et par exemple, je me souviens que chez Veolia, pour consulter ses mails, on pouvait accéder avec un ordinateur dans un web café ou d'un réseau d'aéroports ou d'hôtels chinois. En revanche, pour faire des actions sur le système financier ou sur le RP ou du transactionnel, voilà, et ben, il fallait un objet d'accès validé par l'entreprise, un réseau sécurisé, etc. Sinon, on n'avait pas accès, bien qu'on ait les droits d'accès à l'appli. Donc, c'est bien ça qu'on a essayé de mettre en place. Et effectivement, dans le cloud public, ça marche assez bien. Alors, il y a la troisième catégorie d'attaques. On dit les 4 maléfiques. Je vois que ça suscite de la photo, mais c'est... Donc, est-ce que c'est vraiment les 4 maléfiques? C'est vrai que dès qu'on aborde ce sujet, qui représente, je vous rappelle, moins de 1% des risques avérés, donc on nous cite toujours la NSA, le Patriot Act, le Cloud Act, FISA 702, etc. Bon. Et alors, quand je dis, moi, que effectivement, quand on regarde en détail le nombre de demandes et le nombre d'attaques réelles qui se sont passées à cause de ces 4 maléfiques, moi, j'en vois jamais, je n'en croise pas, on ne m'en parle pas. Alors, on me dit c'est normal puisque les fournisseurs de cloud n'ont pas le droit de communiquer à leurs clients qu'ils ont ils ont fourni les datas. Bon, je veux bien, sauf que si jamais il y avait quelqu'un qui s'était fait attaquer de cette façon-là, on en aurait quand même entendu parler. Alors, donc ça, très clairement, quand on regarde en plus les rapports de transparence, notamment si je prends AWS sur les deux dernières années, 21-22, nombre de demandes du gouvernement des États-Unis, zéro. Zéro. Donc, c'est même pas que le risque n'existe pas, c'est qu'il n'y a même pas le début du risque. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais quand on s'occupe de la localisation des données dans le cloud public, quand on s'occupe de chiffrer correctement les données avec ses propres clés si vraiment il y a besoin, je pense qu'on est assez bien couvert de ce côté-là. Et que les 4 maléfiques sont un peu moins maléfiques que prévu. Alors, donc c'est pour ça que c'est quand même très important de se concentrer et de ne pas attendre un hypothétique cloud encore plus de confiance qui pourrait venir et pour rien faire. Ça sera sans doute une solution supplémentaire dans l'éventail dans la panoplie des solutions, mais c'est pas pour autant. Et moi, je vois encore trop de mes clients qui restent figés à attendre l'arrivée du cloud de confiance. Il ne se passera rien de particulier. Et c'est surtout qu'ils vont passer à côté de plein d'autres avantages du cloud public.
C'est-à-dire qu'au-delà de la sécurité, c'est loin d'être le seul avantage. Je vous en ai listé 4 ici, qu'on retrouve régulièrement. L'innovation, les entreprises en attendent quand même entre 10 et 15% d'augmentation de revenus. La performance, une division par 2 de la vitesse de mise sur le marché des nouvelles applis. Une réduction des coûts d'opération, des coûts du run, situe entre 15 et 40%, ça c'est mesuré. Et puis, un côté aussi environnement, avec la baisse des émissions de CO2, et en tout cas l'amélioration de son bilan carbone. Donc ça, c'est au moins 4 exemples qui, qui viennent enrichir la palette de bénéfices du cloud public. Alors évidemment, aujourd'hui, est-ce que toutes les promesses du cloud sont là? Non, on ne va pas se mentir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui trouvent que leur migration ne va pas assez vite. Enfin, ça, c'est plutôt les directions générales. Il y a que les coûts s'envolent, que l'innovation, vous êtes sympa, mais moi, je ne la vois pas toujours. Donc, il y a encore des choses à faire. La route est encore longue. Faut continuer à accompagner les entreprises. C'est ce qu'on fait pour atteindre l'intégralité des promesses du cloud qui sont là et qu'il faut matérialiser. Et pour ça, je pense qu'il faut changer aussi la mentalité dans les entreprises. Il faut que les DSI, notamment, ne voient pas le cloud public comme juste une autre solution pour héberger, une autre façon d'héberger ces serveurs et ces applications, mais comme une autre façon de faire de l'informatique. Et ça, ça c'est une autre histoire. Et je pourrais revenir pour vous la raconter si vous voulez. En tout cas, merci de votre temps.